Au printemps 2014, après 2 années passées auprès de François Hollande, le jeune secrétaire général adjoint de l'Élysée se cherche un destin politique. Il va alors saisir une occasion exceptionnelle de se faire à nouveau remarquer par les réseaux américains, notamment par Henri de Castries, qu'il avait déjà repéré à la French American Foundation. En ce mois de mai 2014, le patron d'AXA préside également le groupe Bilderberg. Un rendez-vous en eau profonde qui rassemble chaque année une centaine de dirigeants américains et européens très haut placés pour discuter des affaires du monde dans une absolue confidentialité. Créé en pleine guerre froide sous l'égide de la CIA, le groupe Bilderberg visait à ranger les dirigeants européens derrière les États-Unis pour contrer l'influence du communisme. En 1977, un journaliste américain dévoilait sur TF1 comment la participation à ce Gotha était souvent synonyme de très belle carrière. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. En mai 2014, Henri de Castries propose à Emmanuel Macron un privilège rare. Participer au 62e congrès du groupe Bilderberg, qui se tient cette année-là dans un palace de Copenhague. Devant le patron de Google ou le secrétaire général de l'OTAN, le tout jeune conseiller va dénigrer François Hollande, estimant qu'il ne va pas assez loin dans les réformes néolibérales. Très méconnu, cet épisode ne fut révélé par le JDD qu'en 2017. Devant ces 130 personnes, le secrétaire général adjoint de l'Élysée a pris la parole pour dire tout le mal qu'il pensait de la politique menée par François Hollande, se souvient l'un des participants, encore médusé de la charge de ce jeune inconnu. Fleur Pellerin, qui a assisté à la scène, confirme. Je n'en ai jamais rien dit à personne. Il est vrai que sur le coup, j'en ai été un peu choquée. Un mois après avoir discrètement poignardé François Hollande dans le dos, Emmanuel Macron claque la porte de l'Élysée. Puis il s'envole avec Brigitte, direction la Silicon Valley en Californie. Le temple des géants de la tech américaine, comme Google, Microsoft ou Facebook. Rêvant de fonder une start-up d'enseignement numérique, les Macron y rejoignent leurs amis Delphine Arnault, fille du patron d'LVMH, et son mari Xavier Niel. Le propriétaire du Monde évoquera ce voyage dans le JDD en 2018. Il est parti avec Brigitte à San Francisco voir des chefs d'entreprise de la Silicon Valley. Emmanuel Macron adorait ces entrepreneurs. Il voulait savoir comment ils avaient réussi et pas combien ils avaient gagné. Le 26 août 2014, après 2 mois passés dans la Silicon Valley, côté théâtre. Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie à la place d'Arnaud Montebourg. Je dois dire que je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je quittais l'Élysée pour d'autres projets et tu me faisais l'amitié d'être là. Surpris donc, ému aussi, je dois le dire, de me retrouver aujourd'hui devant vous, parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, je rentrais dans cette maison, fonctionnaire, et donc je sais ce que c'est que travailler dans cette belle maison dont tu as bien parlé, qui est
qu'est Bercy, comme on dit. Très vite, Bercy va lui donner l'occasion d'imprimer sa marque. Elle fleure bon l'Amérique. Son credo, innovation, disruption et Startup Nation. Témoignage de son ancien collègue, Christian Eckert. Il avait cette culture, manifestement exagérée peut-être, en tout cas mise toujours en avant, de rupture. En gros, il y avait les vieux croutons, et puis il y avait lui qui était le moderne, neuf, qui voulait libérer toutes les énergies, quoi. Voilà. Et à Bercy, Macron va rapidement trouver une première occasion de faire le moderne. En cette fin d'été 2014, une multinationale de la tech américaine, alors peu connue, Uber, veut concurrencer les taxis en France. Semaine dernière, au siège de la société de VTC Uber, son directeur vantait son tout nouveau service. L'option maintenant Uber Pop, c'est une application mobile, c'est intuitif. Des véhicules que l'on commande comme un taxi ou un VTC, sauf que les chauffeurs sont des particuliers. Ces chauffeurs particuliers, sans formation ni protection sociale, représentent une concurrence déloyale pour les taxis. Le 1er octobre 2014, une loi proposée par le député socialiste Thomas Thévenoud va tenter de remettre de l'ordre. Elle prévoit d'interdire Uber Pop, cette plateforme qui permet à n'importe qui de devenir chauffeur occasionnel, et d'imposer 250 heures de formation pour les chauffeurs Uber. Un coup d'arrêt pour l'appli américaine dans l'Hexagone. Explication d'une députée qui a travaillé sur le sujet. La problématique d'Uber à ce moment-là, pour pouvoir développer ces VTC de manière concurrentielle au taxi, eh bien la plateforme Uber a besoin d'inonder le marché. Et pour inonder le marché, il faut pouvoir recruter énormément de personnes qui très rapidement peuvent devenir opérationnels au volant d'une voiture et faire chauffeur Uber. Et donc il faut absolument rabaisser les exigences de formation. Le lendemain du vote de la loi, 4 hauts responsables d'Uber sautent dans un van. Direction, le ministère de l'économie, quai de Bercy. Grâce à leur actionnaire Google, qui a joué les entremetteurs, les ténors d'Uber ont décroché un rendez-vous avec le tout nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Parmi eux, Pierre-Dimitri Coty, directeur Uber Europe de l'Ouest, David Plouffe, vice-président d'Uber et ancien conseiller de Barack Obama, Travis Kalanick, PDG d'Uber, et Mark McGann, lobbyiste en chef de la firme. Pendant près d'1 heure, ils vont négocier en direct dans le bureau du ministre qui domine la scène. Quand ils ressortent, le lobbyiste Mark McGann envoie des textos ravis à ses équipes. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser. Même enthousiasme du côté d'Astrid Panosyan, conseillère du ministre. Le soir même, elle envoie ce mail à Pierre-Dimitri Coty. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis Kalanick. Comme évoqué, nous serions intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron, ce qui pourrait offrir une image positive. Rassurés par la bienveillance d'Emmanuel Macron, les responsables d'Uber décident de ne pas respecter la loi Thévenoud. Ils implantent Uber Pop un peu partout en France, comme pour passer en force. Strasbourg, Nantes ou Marseille. Quelques mois plus tard, dans un message à un collaborateur, le patron d'Uber Europe envisage un deal avec Emmanuel Macron. Si par hasard Macron t'appelle, je pense que nous devons faire un deal. Pop contre accès facilité à l'activité VTC. Décryptage de notre député.
Uber, à ce moment-là, a une plateforme illégale qui est Uberpop. Et Uber refuse d'arrêter Uberpop. Ils ont perdu un procès, mais ils sont en appel, donc ils peuvent continuer. Et ils vont l'utiliser comme une monnaie d'échange pour essayer d'obtenir d'Emmanuel Macron un deal qui est le suivant. Si vous nous obtenez une modification des conditions de formation des chauffeurs VTC sur le marché, eh bien à ce moment-là, on arrêtera cette plateforme illégale. Le 3 juillet 2015, Emmanuel Macron confirme par texto à Travis Kalanick, le PDG d'Uber, que le deal est en bonne voie. Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve va faire taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Mais à Marseille, en octobre 2015, un grain de sable apparaît. Alors que la loi Thévenoud n'a pas été encore corrigée, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, prend un arrêté pour rappeler l'interdiction d'Uberpop. Marc Magan, le lobbyiste en chef d'Uber en France, alerte alors Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, nous sommes concernés par l'arrêté préfectoral à Marseille. Pourriez-vous demander à votre cabinet de nous aider à comprendre ce qui se passe? Je vais regarder ça personnellement. Restons calmes à ce stade. Je vous fais confiance. 3 jours plus tard à Marseille, Laurent Nunez retire son arrêté. Uberpop peut continuer à défier la République. Début 2016, excédés par ce laxisme, des taxis parisiens laissent éclater leur colère. 6h du matin, la situation se tend sur le périphérique parisien. Des chauffeurs de taxi en colère viennent de mettre le feu à des dizaines de pneus. La circulation est à l'arrêt Porte-Maillot. La police intervient. Très vite, les grévistes sont repoussés au-dessus du périphérique. Pneus contre coups de matraque, le face-à-face est musclé. Dans cette mêlée, le véhicule d'un chauffeur de VTC est vandalisé. Dans ce contexte électrique, Emmanuel Macron met à exécution son deal avec Uber. Le 16 février 2016, le ministre abaisse la durée de formation des chauffeurs VTC de 250 heures à 7 heures. Uber a gagné. Pour Daniel Simonet, c'est un énorme cadeau d'Emmanuel Macron à ses amis américains. C'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez devenir VTC. La formation est totalement rabaissée. C'est quand même énorme comme changement. Parce que derrière, il y a un projet politique. Et le projet politique, c'est quoi? Vous l'avez dans le bouquin Révolution d'Emmanuel Macron. C'est remettre en cause la centralité du salariat, du modèle salarial, et s'attaquer au système de protection sociale. Et finalement, promouvoir le développement de l'ubérisation, c'est promouvoir un capitalisme qui externalise tout. C'est quand même magique. Vous êtes une entreprise, mais sous prétexte que vous vous autoproclamez comme plateforme, vous n'avez pas à assumer votre rôle d'employeur. Pas de code du travail à respecter, puisque vous avez simplement un contrat commercial avec des travailleurs. Vous n'avez pas de capital fixe à assumer, puisque c'est aux travailleurs indépendants d'assumer sa voiture ou l'ensemble de son vélo, ce qu'il a besoin pour exercer la tâche. Est-ce qu'on peut parler d'américanisation de notre modèle social? Bien sûr, je pense que c'est ça le projet, c'est un projet néolibéral qui vise à revenir en fait sur plus d'un siècle de conquis du mouvement ouvrier, puisque vous revenez au modèle du tâcheronnage, payé à la tâche, et vous revenez au modèle où c'est à chacun d'assurer son assurance pour l'ensemble des risques. Donc vous revenez sur toutes les conquêtes du Conseil national de la résistance sur le système de protection sociale, quoi. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.